En avril 2026, des scientifiques ont fait une découverte qui pourrait changer notre vision des pyramides d'Égypte. Grâce à des méthodes de balayage avancées, semblables au rayon X mais à grande échelle, ils ont détecté deux espaces vides cachés dans la pyramide de Mykérinos. Cette pyramide, la plus petite de Gizeh, a longtemps été considérée comme simple et pleine, sans aucune chambre secrète à découvrir. Cette idée est désormais totalement remise en question. La découverte provient d'une équipe conjointe travaillant sur le projet Scan Pyramids. Leur attention a été attirée par le côté est de la pyramide, où la surface de la pierre semble inhabituellement lisse et polie. Ce détail a frappé car le seul autre endroit présentant une maçonnerie similaire est l'entrée connue de la pyramide, sur le côté nord. Cela a soulevé une question. Se pourrait-il qu'une autre entrée soit cachée ici? Pour enquêter, l'équipe a utilisé diverses technologies, dont le radar, les ultrasons et le balayage électrique. En combinant toutes les données en une seule image, une méthode appelée fusion d'images, ils ont pu voir ce qui se cache sous la surface sans endommager la pyramide. Ils ont trouvé deux petits espaces vides, mais de forme nette, situés à un peu plus d'1 mètre derrière le mur extérieur. Il ne s'agit pas de fissures aléatoires ou de dommages. Leur forme nette et leur placement précis suggèrent qu'ils ont été construits à dessein. Leur orientation est encore plus intéressante. La plupart des passages à l'intérieur des pyramides sont horizontaux, mais ces vides sont verticaux. Cette conception inhabituelle a conduit les chercheurs à repenser ce qui pourrait être caché à l'intérieur. Une idée est que ces espaces font partie d'une rampe interne cachée utilisée pendant la construction. Une autre est plus spectaculaire. Ils pourraient protéger une chambre scellée. Leur positionnement sur le côté est la direction du soleil levant, qui symbolisait la Renaissance dans l'Égypte ancienne, vient ajouter une dimension tout à fait unique. Il existe également une possibilité aux enjeux considérables. Ces vides pourraient mener à une chambre funéraire qui n'a jamais été ouverte. Alors que de nombreuses chambres de pyramides ont été pillées dans l'Antiquité, un espace soigneusement caché et scellé a pu échapper à l'attention pendant des millénaires. Si c'est vrai, elle pourrait encore contenir des objets originaux placés là pour le pharaon Mykérinos il y a plus de 4500 ans. Ce n'est pas la première découverte majeure de l'équipe Scan Pyramids. En 2023, ils ont révélé un couloir caché à l'intérieur de la grande pyramide de Gizeh. Mais cette nouvelle découverte est différente. Elle remet en cause la croyance de longue date selon laquelle la pyramide de Mykérinos a été construite sans structures internes complexes. La technologie derrière cette percée est tout aussi importante que la découverte elle-même. En utilisant des outils non invasifs, les chercheurs peuvent explorer les structures anciennes en détail sans causer de dommages. Cela signifie que plus de secrets peuvent être découverts tout en gardant ces monuments intacts. La prochaine étape est de découvrir où mènent ces espaces cachés. S'ils sont reliés à une entrée ou à une chambre plus profonde, ils pourraient enfin expliquer pourquoi cette pyramide a été construite différemment des autres et ce qu'elle cache depuis tout ce temps. Nous savons que les anciens Égyptiens étaient assez talentueux pour construire des édifices aussi grandioses que les pyramides, mais étaient-ils suffisamment intelligents pour mesurer la vitesse de la lumière ? Une théorie circulant en ligne le suggère. Si vous comparez ces deux chiffres, vous verrez qu'ils correspondent parfaitement. Le premier est la vitesse de la lumière dans le vide en mètres par seconde, et le second est la latitude de la grande pyramide de Gizeh. Alors, était-ce intentionnel ou s'agit-il juste d'une coïncidence? Heureusement, nous pouvons vous assurer qu'il s'agit simplement d'une coïncidence, et non d'une autre théorie du complot. La grande pyramide n'est qu'un des nombreux endroits sur Terre partageant cette latitude. De plus, même si les Égyptiens étaient non parvenus à mesurer la vitesse de la lumière et avaient décidé de la garder secrète, ils n'auraient non pas utilisé de mètre pour l'exprimer. Celui-ci n'a été défini qu'à la fin du XVIIIe siècle. Les bâtisseurs des pyramides utilisaient une autre unité de mesure appelée la coudée. Une coudée équivaut à un pied et demi, soit 45 cm. Cette unité, basée sur la longueur de l'avant-bras depuis le coude jusqu'au bout du majeur, était répandue dans l'Antiquité. Ainsi, s'ils avaient voulu épater tout le monde en positionnant leurs pyramides à une latitude correspondant à la vitesse de la lumière en coudée, ils auraient dû construire leurs édifices emblématiques quelque part en Europe. Par ailleurs, l'astronome danois Ole Rømer
qui a mesuré pour la première fois la vitesse de la lumière en 1676, aurait été bien contrarié de découvrir que quelqu'un l'avait fait des siècles avant lui. Bien que les Égyptiens aient été en avance sur leur temps à bien des égards, ils n'ont jamais mesuré la vitesse de la lumière, ni employé de coordonnées de latitude et de longitude pour leur construction. La base de la grande pyramide de Gizeh peut sembler être un carré parfait, mais il s'agit en réalité d'une structure à 8 côtés, et non 4. Chacun de ces 4 côtés présente une légère indentation concave qui les divise uniformément de la base au sommet. La version officielle voudrait qu'un pilote britannique du nom de Groves ait été le premier à le remarquer en 1940, lorsqu'il survolait la pyramide. Il a pris une photographie montrant les ombres qui soulignaient ces indentations. Certains pensent que ces lignes ne sont visibles que depuis les airs et peuvent être mieux observées à l'aube et au crépuscule, lors des équinoxes de printemps et d'automne. Cela a conduit à une étrange théorie selon laquelle les anciens Égyptiens auraient même pu concevoir ces pyramides pour communiquer avec des visiteurs célestes. La pyramide de Khéops est l'une des 3 seules pyramides qui possédaient autrefois une porte pivotante. Cette porte, pesant environ 20 tonnes, pouvait être facilement ouverte de l'intérieur. Son ajustement précis la rendait presque invisible du dehors. Sans loquet ni poignée visible, seules de très légères aspérités dans la paroi extérieure dénotaient l'ouverture. Les 2 autres pyramides avec des portes similaires appartenaient respectivement au père et au grand-père de Khéops. La grande pyramide renferme également un vide caché d'au moins 30 mètres de long, découverte en 2017. Nous ignorons encore ce qui se trouve à l'intérieur de cet espace, sa fonction exacte, ou s'il est le seul de ce type. Les chercheurs ont utilisé une technologie permettant de voir à travers les murs des cathédrales, des pyramides mayas et même des volcans, reposant sur une pluie naturelle de particules subatomiques appelées muons. Ces particules traversent plus facilement les espaces vides que les matériaux solides. En plaçant plusieurs détecteurs de muons autour d'une structure, les scientifiques peuvent cartographier ces éléments solides et ces zones vides. Une équipe a placé des détecteurs de muons à l'intérieur de la pyramide de Khéops, collectant des données au fil des mois. Les scientifiques ont analysé à de nombreuses reprises des échantillons du mortier utilisé pour construire les pyramides. Bien que nous en connaissions la composition, la technologie moderne ne peut toujours pas le reproduire. Ce mortier, principalement composé de gypse traité, n'était pas utilisé comme le ciment actuel de nos briques, mais servait à soutenir les joints entre ces pierres massives lors de leur mise en place. Environ 1 demi-million de tonnes de ce mortier auraient été nécessaires pour construire la grande pyramide de Khéops. Ce mortier fait de gypse est plus robuste que les pierres elles-mêmes et a résisté pendant des millénaires. Les 4 côtés de la pyramide de Khéops sont alignés avec les points cardinaux, nord, sud, est et ouest. Selon l'archéologue et ingénieur Glenn Dash, cet alignement est précis à 4 minutes d'arc près, soit un 1/15 de degré. Les architectes y parvenus sans outils modernes tels que des drones ou des ordinateurs. De nombreux chercheurs ont tenté d'expliquer ce prodige d'architecture. Peut-être utilisait-il l'étoile polaire ou l'ombre du soleil. Dash a récemment proposé une idée nouvelle et plus simple. Les Égyptiens auraient pu utiliser l'équinoxe d'automne pour aligner les pyramides. Celle-ci se produit 2 fois par an, lorsque le soleil traverse le plan équatorial terrestre, rendant le jour et la nuit presque égaux en durée. Pour éprouver sa théorie, Glenn Dash a conduit une expérience le 22 septembre 2016, premier jour de l'équinoxe d'automne. Il a utilisé une tige spéciale appelée gnomon, dont disposaient les Égyptiens pour projeter une ombre, puis il en a suivi la pointe à intervalles réguliers, formant une courbe régulière. En reliant 2 points de la courbe au moyen d'une corde tendue, il a créé une ligne presque parfaite d'est en ouest. Dash a observé que lors de l'équinoxe, la pointe de l'ombre se déplaçait en ligne droite, suivant presque parfaitement la direction est-ouest, avec une légère déviation dans le sens anti-horaire, similaire à celle observée dans les pyramides. Bien que l'expérience ait été menée dans le Connecticut, Glenn Dash estime que la même méthode fonctionnerait en Égypte. Tout ce dont les Égyptiens avaient des besoins, c'était d'une journée claire et ensoleillée. Ils pouvaient déterminer l'équinoxe d'automne en comptant 91 jours à partir du solstice d'été. Cependant, ils nous ont laissé peu d'indices, et aucun document d'ingénierie n'a été retrouvé qui explique leur méthode. Ainsi, bien qu'ils aient pu utiliser des ombres pour se repérer, rien n'est moins certain. Les scientifiques se sont longtemps demandé comment ces lourds blocs de pierre étaient acheminés vers les sites des pyramides, et ils pourraient enfin avoir la réponse. Une équipe chercheur de l'Université de Caroline du Nord à Wilmington
a découvert que 31 pyramides avaient probablement été construites le long d'un ancien bras du Nil. Ce bras est maintenant enseveli sous le désert et les terres agricoles. Pendant des années, les archéologues ont pensé que les anciens Égyptiens devaient utiliser une voie d'eau à proximité pour transporter les matériaux, les équipements, les personnes et tout ce dont ils avaient besoin pour construire les pyramides. Mais jusqu'à présent, ils n'étaient pas certains de l'emplacement, de la forme, de la taille ou de la proximité de cette voie d'eau par rapport au site de construction. L'équipe de recherche a utilisé l'imagerie radar par satellite, des cartes historiques, la prospection géophysique et des carottages de sédiments pour cartographier cette branche du fleuve. Ils pensent qu'elle a été ensevelie suite à une grande sécheresse et au fil des tempêtes de sable il y a des milliers d'années. L'équipe est parvenue à plonger sous la surface sablonneuse et à obtenir des images de certaines caractéristiques cachées grâce à la technologie radar. Ils ont découvert des rivières cachées et des structures anciennes situées au pied des collines où se trouvent comme la plupart des pyramides égyptiennes. La découverte de cette branche fluviale disparue aide à expliquer la forte densité de pyramides entre Gizeh et Licht, dans ce qui est à présent une zone inhospitalière du Sahara. L'Égypte n'est pas le pays qui compte le plus grand nombre de pyramides au monde. Ce titre revient à son voisin méridional, le Soudan, qui en possède entre 200 et 255, comparé aux modestes 138 pyramides d'Égypte. Ces pyramides soudanaises ont été construites par les habitants du royaume de Kouch, une ancienne civilisation qui régnait sur les terres en amont du Nil il y a plusieurs siècles. Ils ont commencé à ériger des pyramides environ 500 ans après que les Égyptiens aient cessé de le faire. Bien que leurs pyramides soient beaucoup plus petites que celles d'Égypte, de 6 à 30 mètres contre 138 mètres pour celles de Khéops, elles ont été construites dans des buts similaires. Les archéologues continuent de travailler pour comprendre comment les pyramides soudanaises ont été construites, combien de temps il a fallu pour les achever, et ce qu'il est advenu de cette civilisation. Lorsqu'on entend le mot « momie », ça donne parfois froid dans le dos. En effet, la plupart d'entre nous associent ce mot à ces personnages effrayants que nous avons vus dans des films d'horreur. En réalité, les momies nous ont permis de comprendre beaucoup de choses sur les civilisations anciennes, sur ceux qui les gouvernaient, et sur la façon dont les gens vivaient la perte de leurs proches. Les Égyptiens de l'Antiquité, qui croyaient qu'une certaine forme d'existence après la mort était possible si certaines conditions étaient respectées, sont le peuple le plus connu au monde pour ses momies. Ceux-ci préservaient effectivement les corps humains par le biais du processus de momification et plaçaient les momies dans des tombeaux équipés, un peu comme s'il s'agissait d'appartements. Pourquoi ce peuple y croyait-il? Eh bien, parce que la plupart étaient profondément liés à leur environnement naturel. Les Égyptiens étaient pleinement conscients des cycles naturels autour d'eux, comme le lever du soleil chaque jour ou de la lune la nuit, mais aussi de la façon dont la vie renaissait des plantes dans un cycle perpétuel, même avoir fané. Ils croyaient également que le puissant esprit Osiris, qui représentait le cycle de la disparition et de la résurrection, jouait un rôle dans ce processus. Pour se préparer à l'au-delà, les Égyptiens de l'Antiquité suivaient certains rituels, comme la momification, qui consistait à utiliser des éléments aussi variés que le miel, les résines ou encore l'encens pour préserver les corps. Aucune momie n'est plus célèbre que celle du roi Tut, Toutankhamon. Ce jeune pharaon régna sur l'Égypte il y a plus de 3000 ans. Un problème majeur lors de la découverte des tombes royales est que la plupart ont déjà été pillées au moment où on les retrouve. Le peuple savait que les souverains laissaient de nombreux objets de valeur à leur côté après leur mort, ce qui rendait ces lieux de sépulture vulnérables face aux voleurs. Étonnamment, lorsque la tombe du roi Tut fut ouverte en 1922, les gens se réjouirent, car elle n'avait pas été volée à l'instar de beaucoup d'autres tombes royales. C'est dire à quel point elle était bien cachée. À l'intérieur, sa momie était enfermée dans 3 cercueils au total, dont un en or. Les objets trouvés dans sa tombe furent très révélateurs de ce qu'était l'Égypte antique. L'étude de sa momie nous a également permis d'en savoir plus sur la culture et les pratiques en vigueur à l'époque où il est décédé. Enfin, les recherches liées à son ADN nous ont conduit à obtenir des informations sur sa famille. En outre, les scientifiques purent découvrir qu'il avait, par exemple, souffert de la maladie appelée le paludisme et d'un problème au pied susceptible de l'avoir gêné lorsqu'il marchait. Ramsès II est un autre pharaon égyptien qui a régné pendant 68 ans, ce qui n'était pas rien à l'époque. Il est connu pour ses campagnes militaires d'expansion et ses réalisations architecturales.
De nombreuses preuves datant de son règne existent encore aujourd'hui, notamment une grande statue à son effigie. Ramsès II mesurait environ 1,80 m et a vécu jusqu'à l'âge de 90 ans. Après avoir examiné sa momie, les scientifiques conclurent qu'il souffrait peut-être d'une maladie affectant sa colonne vertébrale. Vous vous souvenez des voleurs que j'ai évoqués plus haut? C'est probablement à cause de ces derniers que Ramsès II termina dans le cercueil ordinaire d'une collection secrète de momies royales à Deir el-Bahari, qui a été redécouverte en 1881. Heureusement, les archéologues purent l'identifier, car ses voyages avaient été consignés sur ce qui l'enveloppait. Le processus de momification était très fastidieux. En effet, dans l'Égypte antique, la momification pouvait durer jusqu'à 70 jours. Une personne dédiée prononçait un discours très spécifique, tout en manipulant délicatement le corps et en le séchant à l'aide d'une sorte de sel appelé natron. On utilisait également du lin et de la résine pour que le corps paraisse plus vivant et pour l'envelopper dans un tissu. La tombe était tout aussi importante que la momification pour les Égyptiens de l'Antiquité. Les parois de la tombe du roi Tut, par exemple, étaient ornées d'œuvres d'art complexes représentant son voyage dans l'au-delà, depuis sa procession funéraire jusqu'à son passage aux enfers. Les Égyptiens antiques pensaient que tout le monde faisait ce voyage après sa mort et remplissaient donc les tombes d'objets et de peintures pour aider les défunts au cours de leur voyage spirituel. En outre, les murs de la tombe étaient décorés de formules tirées d'un livre spécial qui contenait une série de poèmes dont les Égyptiens pensaient qu'ils aideraient les gens à atteindre l'au-delà. Fait soulignant l'importance de ce voyage, les gens plaçaient même de la nourriture dans ces tombes antiques. Dans la tombe du roi Tut, les archéologues découvrirent 36 jarres de boissons antiques et 8 paniers de fruits, déposés là pour l'aider dans son voyage vers l'au-delà. Les Égyptiens pensaient que le voyage vers l'au-delà prenait beaucoup de temps et laissaient donc des provisions conséquentes pour soutenir leurs proches. Les pharaons possédaient généralement de nombreux vêtements luxueux et de beaux bijoux dans leurs tombes afin de s'assurer que leur tenue serait à la hauteur de leur statut lors de leur voyage. On a retrouvé des vêtements en lin tels que des tuniques, des écharpes, des gants et des coiffes. De nombreux bijoux en or ornés de pierres précieuses, des bracelets aux boucles d'oreilles, en passant par des colliers et des bagues, mais aussi des représentations d'insectes censés les protéger. Certaines tombes contenaient même des éventails en ivoire et en plumes d'autruche pour les garder au frais dans l'au-delà. Aussi fou que ça puisse paraître, certains souverains de l'Antiquité furent placés dans leurs appartements éternels avec des bateaux. Par exemple, le pharaon Khufu fit construire la grande pyramide de Gizeh pour en faire son tombeau, et un grand bateau fut retrouvé à l'intérieur. Le roi Tut, quant à lui, fut enterré avec plusieurs pages de bateaux, mais pas de bateau à proprement parler. À la place, il avait 3 chars et de nombreux bâtons de marche en matériaux précieux, ce qui indique peut-être qu'il souhaitait se rendre dans l'au-delà par la terre et non par l'eau. Parmi les objets les plus intéressants trouvés près des momies antiques, on trouve des flacons d'huile et de parfums. Si les souverains étaient censés toujours être à la dernière mode, pourquoi ne pas sentir bon par la même occasion, n'est-ce pas? Certains d'entre eux possédaient également des jeux de société, la plupart fabriqués dans des matériaux précieux, comme l'or ou l'ivoire. L'un de ces jeux, le Senet, était très populaire en Égypte antique et ressemblait beaucoup aux échecs modernes. Les Égyptiens de l'Antiquité ont peut-être les momies les plus célèbres, mais ce ne sont pas ceux qui inventèrent la momification. En réalité, tout commença en Amérique du Sud, avec un peuple ancien appelé Chinchorro. D'après ce que nous savons aujourd'hui, ce peuple fut le premier à momifier ses proches défunts et suivirent cette tradition pendant environ 2000 ans avant que les Égyptiens ne commencent leur propre rituel. Certes, l'étude de ces momies permet d'en apprendre beaucoup sur les souverains de l'Antiquité, mais jusqu'à récemment, nous n'avions encore aucune idée de ce à quoi les défunts ressemblaient vraiment de leur vivant. Cependant, il n'y a pas si longtemps que cela, des peintures de momies très particulières furent découvertes par des archéologues qui étudiaient des objets égyptiens antiques. Ces portraits de momies sont des peintures très détaillées d'individus réalisés de leur vivant. Ils étaient souvent peints sur du bois, contrairement aux portraits sur toile classiques que nous connaissons tous. Ces portraits sont appréciés pour leur réalisme et leur beauté, et ont même été utilisés par des chercheurs pour diagnostiquer des maladies en les comparant aux momies correspondantes. Certains de ces portraits comportent également des représentations de bijoux qui ont été retrouvés plus tard sur les momies.
La découverte récente de ces portraits de momies en Égypte centrale revêt une grande importance, car c'est la première fois depuis plus d'un siècle que de telles peintures sont retrouvées. Les momies sont apparues partout dans le monde de manière naturelle. En effet, la momification peut se produire sans que l'homme n'intervienne, en raison de conditions naturelles. Par exemple, des environnements extrêmement froids ou chauds, des endroits où l'oxygène manque, ou une exposition accidentelle à des produits chimiques qui préservent le corps. Les conditions que je viens de citer ne permettent pas aux bactéries de se développer, ce qui fait que le corps reste plus ou moins intact. Le célèbre Otzi est l'une de ces momies. Nous savons aujourd'hui qu'il s'agissait d'un homme ayant vécu il y a environ 5000 ans en Europe, mais lors de sa découverte dans les Alpes en 1991, les autorités autrichiennes crurent d'abord qu'il s'agissait d'un alpiniste moderne en raison de la bonne conservation du corps. Cependant, après avoir retiré l'homme des glaces du glacier, il fut établi qu'il datait en fait de l'âge du cuivre. En 1850, l'égyptologue français Auguste Mariette se rendit sur la terre des pharaons en quête de manuscrits, mais tomba par hasard sur une tête de sphinx qui émergeait des dunes. Après avoir dégagé le sable, il comprit que ce sphinx marquait l'entrée d'une structure souterraine. Quelques mois plus tard, il pénétra finalement dans le Sérapéum de Saqqara. À l'intérieur, il découvrit un gigantesque sarcophage en granit contenant les restes de 64 taureaux. Les scientifiques restent émerveillés par la technologie qu'utilisèrent les anciens Égyptiens pour déplacer ces immenses blocs. Le Sérapéum, construit vers 3000 ans avant notre ère, était une sépulture souterraine dédiée au taureau sacré Apis, vénéré dans l'Égypte ancienne. Il comportait un long corridor de près de 150 mètres, bordé de vastes salles de pierre. Certains sarcophages, pesant jusqu'à 100 tonnes, soit l'équivalent de 50 voitures moyennes, étaient réalisés avec une précision remarquable, présentant des angles parfaits de 90 degrés. Ornés de hiéroglyphes et de gravures, ces pièces détaillaient les récits et l'importance accordée au taureau Apis. Aujourd'hui, seuls 24 sarcophages subsistent. Dans l'Égypte antique, les taureaux Apis occupaient une place prépondérante en raison de leur lien avec le dieu Ptah. Ils étaient perçus comme porteurs de son esprit et de sa sagesse, tout en soutenant le pharaon et son peuple. Les prêtres identifiaient ces taureaux sacrés en recherchant des signes distinctifs. Un triangle blanc sur le front, symbole de lumière divine, une marque dorsale évoquant l'aile d'un vautour, et une forme de scarabée sous la langue, associée à la réincarnation. Lorsqu'un taureau portait ces marques, il était considéré comme élu par Ptah et traité avec vénération. Ces animaux vivèrent dans un temple dédié à Memphis, ville où l'on honorait Ptah, et bénéficièrent des soins les plus attentifs, ainsi que d'offrandes de visiteurs désireux de recevoir leur bénédiction. À leur mort, les taureaux Apis étaient momifiés et honorés avec la plus grande solennité. Lorsque Mariette pénétra dans le Sérapéum, il observa des traces de rouleaux sur le sol des galeries et découvrit 2 treuils horizontaux en bois, chacun muni de 8 leviers. Par la suite, d'autres explorateurs signalèrent la présence de doubles rails. Les chambres funéraires étaient situées à un niveau inférieur au sol du couloir. Pour positionner les sarcophages, les ouvriers remplissaient ces chambres de sable, permettant ainsi un déplacement en ligne droite. Ensuite, le sable était progressivement retiré, abaissant doucement les sarcophages dans des emplacements parfaitement taillés dans la roche. Une inscription en pierre trouvée dans le Sérapéum mentionnait qu'à l'époque de Ptolémée II, en 247 avant notre ère, il fallait 28 jours pour placer un seul sarcophage avec son couvercle. L'incroyable précision des sarcophages, notamment leurs angles de 90 degrés, s'explique également par les avancées géométriques des anciens Égyptiens. Dès 1850 avant notre ère, ils rédigèrent des traités de géométrie, démontrant qu'ils connaissaient une valeur approximative de pi et savaient calculer le volume d'une pyramide tronquée. Ces compétences avancées en mathématiques expliquaient leur capacité, 5 siècles plus tard, à sculpter des surfaces parfaitement planes. Bien que tout cela puisse sembler logique, certains pointent des incohérences. La taille des sarcophages dépasse largement celle des taureaux, alors que les pharaons étaient inhumés dans de petits cercueils, à peine adaptés à leur corps. De plus, ces sarcophages, réalisés en granit avec une précision remarquable, auraient pu être fabriqués en calcaire, un matériau bien plus facile à travailler. Le transport de ces immenses sarcophages semble réalisable en théorie, mais reste complexe. Si une personne pouvait tirer environ 200 kilos, il aurait fallu au moins 250 personnes pour déplacer un seul sarcophage. Or,
Les tunnels du Sérapéum sont extrêmement étroits, excédant d'à peine 60 cm la largeur des sarcophages eux-mêmes. Il aurait été impossible que des centaines de personnes se serrent dans ces espaces confinés pour tirer les sarcophages. Et quand bien même, comment auraient-elles pu faire pivoter les blocs dans ces étroits couloirs, les abaisser dans leur niche et les positionner parfaitement au centre? Pourtant, cela a été réalisé pas moins de 24 fois, chaque sarcophage étant impeccablement centré. De surcroît, les chambres étaient recouvertes de poussière, sans aucune trace de suie provenant des lampes, ce qui impliquerait de travailler dans une obscurité quasi totale. La fonction véritable de ces sarcophages pourrait toutefois avoir été différente. Bien avant l'ère des pharaons, les populations locales connaissaient déjà le processus de fermentation. Ce phénomène survient lorsque des micro-organismes, comme les levures, consomment des substances comme l'amidon, produisant ainsi du gaz carbonique et de l'éthanol. Il est donc possible qu'en Égypte ancienne, des aliments tels que l'orge, le pain ou même la viande aient été placés dans ces immenses coffres de pierre, puis scellés hermétiquement à l'aide de lourds couvercles. Ces sarcophages en granit, d'une précision remarquable, étaient pratiquement hermétiques, empêchant toute fuite. Lorsque la levure commençait à agir, elle générait progressivement du gaz carbonique, augmentant la pression interne. Les sarcophages, dotés d'une robustesse exceptionnelle, pouvaient supporter des pressions bien supérieures à celles des pneus de voiture. Sous l'effet de cette compression, les cristaux du granit produisaient une très faible charge électrique. Ce phénomène était possible grâce à la présence de quartz dans le granit, un matériau réactif à la pression. Par ailleurs, l'ajout de viande ou de parties animales aurait pu favoriser le développement des levures. La viande contient en effet de l'acide oléique, un élément nécessaire pour que les levures continuent de croître et résistent aux effets toxiques de l'éthanol qu'elles produisent. Ainsi, avec l'accumulation de gaz et la production d'électricité, ces sarcophages n'auraient pas uniquement servi d'anciens garde-manger, mais auraient pu être de véritables systèmes énergétiques. Au fil du temps, la pression interne devenait si élevée qu'elle pouvait repousser le couvercle, libérant le gaz avec un bruit sec. Toutefois, lorsque le Sérapéum fut redécouvert en 1850, d'anciennes peintures montrèrent que des pierres étaient empilées sur certains couvercles. Cela suggère que, dans l'Antiquité, des efforts furent entrepris pour alourdir ces couvercles afin de limiter les pertes dues à la pression interne. Ce poids additionnel permettait également aux cristaux de quartz du granit de continuer à générer davantage d'électricité sous l'effet de la pression. Si quelqu'un ouvrait l'un de ces sarcophages de pierre plusieurs millénaires plus tard, il ne découvrirait à l'intérieur que les ossements des taureaux déposés à l'origine. C'est précisément ce que Mariette a mis au jour dans les années 1850. Peu après les premières fouilles effectuées au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, le Sérapéum fut ouvert aux visiteurs. Le prince de Galles, futur Édouard VII, aurait même déjeuné avec ses invités dans l'une de ses tombes. Bien que le site ait été rendu inaccessible pendant un certain temps à cause des sables et des séismes, il est aujourd'hui de nouveau possible de le visiter afin d'en percer le mystère. Grâce aux technologies modernes, nous pourrions bientôt résoudre de nombreuses autres énigmes historiques. Une équipe de scientifiques du musée Field d'histoire naturelle de Chicago a récemment utilisé un scanner spécifique pour analyser des momies égyptiennes sans les déballer. Les chercheurs ont soigneusement transporté 26 momies sur des chariots adaptés jusqu'au parking où se trouvait le scanner. Celui-ci a pris des milliers de clichés radiographiques détaillés de chaque momie et de leur cercueil. En regroupant toutes ces images, ils ont pu créer des modèles 3D révélant l'intérieur des momies, y compris les squelettes et certains artefacts. Ces images devraient permettre aux archéologues de mieux comprendre les pratiques funéraires égyptiennes, remontant à plus de 3000 ans. Bien que la phase de numérisation ait été réalisée en seulement 4 jours, l'analyse complète des données pourrait prendre jusqu'à 3 ans. Les chercheurs ont néanmoins déjà pu découvrir quelques détails personnels sur certaines momies. L'une des figures momifiées les plus célèbres du musée est Shennet Aa, une aristocrate ayant vécu dans l'Égypte ancienne il y a environ 3000 ans. Elle serait décédée à la fin de sa trentaine ou au début de sa quarantaine. Les embaumeurs avaient inséré du rembourrage dans son cou pour éviter qu'il ne s'affaisse, garantissant ainsi que son corps demeure intact à travers les âges. Ils avaient également placé des yeux artificiels dans ses orbites afin qu'elle conserve une apparence complète dans l'au-delà. Elle avait été enveloppée dans un lin de raffiné et placée dans un cercueil richement décoré. Les scans ont révélé que ce dernier comportait une fente à l'arrière,
utilisés par les embaumeurs pour ajuster le corps, ainsi que des détails artistiques, tels que des marques indiquant la position de ses genoux. Son enterrement semblait comparable, en termes de sophistication, à la conception d'une voiture haut de gamme. Peu de civilisations sont aussi énigmatiques que l'Égypte ancienne. Ce puissant empire dura plus de 3000 ans. Il nous légua des pyramides toujours debout et des mythes dont l'écho résonne encore. C'est l'un des lieux les plus étudiés au monde. Et pourtant, de nouvelles découvertes continuent de nous étonner. À Abydos, des archéologues ont récemment mis au jour une tombe royale vieille de 3600 ans. Elle est immense et ornée de hiéroglyphes dorés honorant les dieux. Mais le nom du pharaon, il a disparu. Qui était donc ce souverain et quel nouveau chapitre de l'histoire égyptienne cette énigme pourrait-elle révéler? S'il est un endroit en Égypte où la limite entre vie et mort semble presque s'effacer, c'est bien Abydos. Pour les anciens Égyptiens, ce territoire était sacré. Ils pensaient qu'il abritait la tombe d'Osiris, le dieu qui mourut, fut démembré, puis renaquit pour régner sur l'au-delà. Cette croyance fit d'Abydos le cœur spirituel du pays. Les pharaons y firent ériger des temples majestueux, notamment celui de Séti Ier, célèbre pour sa liste royale, où sont gravés les noms de 76 souverains. Des pèlerins venus de tout le royaume y déposèrent des offrandes et participaient aux fêtes d'Osiris, durant lesquelles sa mort et sa résurrection étaient rituellement rejouées. Ce n'était pas un culte purement symbolique, c'était une sorte de Japan Expo avant l'heure, où, au lieu d'imiter des héros, les fidèles incarnaient des dieux renaissants. Les pharaons rivalisaient d'ardeur pour reposer au plus près d'Osiris, transformant Abydos en un lieu à la fois funéraire, sacré et promesse d'éternité. Des millénaires plus tard, les environs d'Abydos continuent de livrer des merveilles. Ce fut le cas de la tombe récemment découverte. Au début de 2025, une équipe conjointe d'archéologues égyptiens et américains entreprit des fouilles sous une éminence rocheuse appelée la montagne d'Anubis. Vous vous souvenez d'Anubis? Le dieu à tête de chacal, gardien des nécropoles. À 7 mètres de profondeur, ils découvrirent une sépulture royale longtemps dissimulée. Hélas, malgré des siècles de secrets, les pillards en avaient depuis longtemps dérobé les trésors. Mais tout montrait qu'elle appartenait à une figure d'importance. Comme dans un vaste manoir vide dont on devine encore l'opulence de son ancien occupant. La chambre funéraire comportait des voûtes en briques crues, hautes de plus de 5 mètres, la taille d'une girafe femelle debout. Pour un édifice vieux de 36 siècles, l'ensemble demeurait prodigieux. Et pourtant, connaissant le génie architectural des anciens Égyptiens, rien ne saurait vraiment surprendre. Aucun trésor n'a été retrouvé, aucun masque d'or, et plus tragique encore, aucun nom. Le cartouche qui aurait dû révéler l'identité du roi était illisible. Or, les tombes égyptiennes affichaient presque toujours le nom de leur occupant. Dans l'Égypte antique, un cartouche n'était rien de moins qu'une large étiquette ovale entourant, en hiéroglyphes, le nom du souverain. C'était une sorte de laissez-passer royal valable, dans ce monde comme dans l'autre. Sans lui, l'âme ne pouvait franchir les portes de l'au-delà. Car pour les Égyptiens, le nom, le reine, ne servait pas seulement à distinguer un individu, mais constituait l'essence même de son être. Tant que son règne survivait, l'esprit demeurait vivant. Être oublié, c'était subir un sort pire que la mort. Une âme sans nom ne pouvait poursuivre son voyage éternel. C'est pourquoi les cartouches se trouvaient partout, sur les temples, les obélisques, les bijoux, les statues et les parois funéraires. Leur rôle dépassait la simple inscription. Ils maintenaient la présence du pharaon visible en tout lieu. Imaginez bâtir une tombe monumentale pour que des visiteurs, 3600 ans plus tard, y pénètrent en se demandant « c'était qui déjà ?» Situation peu glorieuse, assurément. Voilà pourquoi il n'est pas absurde d'imaginer ce souverain anonyme hantant ses pilleurs à jamais. Le cartouche, en vérité, avait une portée considérable. L'un des exemples les plus célèbres provient de la tombe de Thoutmôsis III. Sa chambre funéraire et son sarcophage étaient littéralement façonnés dans la forme d'un cartouche, faisant de l'ensemble un symbole architectural vivant de son nom. Heureusement, dans la tombe récemment découverte, tout n'avait pas disparu. À l'entrée, peints dans des reflets d'or, se tenaient 2 gardiennes bien connues, les déesses Isis et Nephthys. Isis, magicienne,
avait rassemblé les membres d'Osiris et lui avait rendu la vie. Nephthys, sa sœur, demeurait la pleureuse éternelle et la protectrice des morts. Ensemble, elles assuraient que quiconque reposerait ici ne traverserait pas seul l'au-delà. Un indice supplémentaire du prestige du pharaon inconnu. Mais qui pouvait-il être? Pour le découvrir, il faut remonter le fil du temps. Cette sépulture date d'une période troublée. La deuxième période intermédiaire, lorsque l'Égypte, morcelée, n'était plus dirigée par un seul souverain, mais scindée en plusieurs royaumes rivaux, chacun régnant sur son propre territoire. Une véritable version antique de Game of Thrones. Et au cœur même de ce tumulte s'élevait Abydos. Durant un temps, elle abrita sa propre lignée royale, connue sous le nom de dynastie d'Abydos. Ces souverains n'étaient pas les bâtisseurs de pyramides que tout le monde connaît. Et c'est précisément ce qui les rend si énigmatiques. Ils n'ont laissé derrière eux ni monuments majestueux, ni cités étendues, seulement quelques fragments de noms gravés sur des blocs ébréchés. Pendant des siècles, nombre d'égyptologues doutèrent de leur existence. Mais tout changea en 2014, lorsque les archéologues mirent au jour la tombe de Senebkhay, l'un de ces rois obscurs. Depuis, chaque élément connu à son sujet révèle qu'il eut une destinée singulière. Ses ossements portent 18 plaies profondes, caractéristiques des blessures reçues au combat. Son crâne, son dos et ses mains furent frappés, et il périt probablement en affrontant l'ennemi, devenant ainsi l'un des rares pharaons dont on sait qu'il mourut sur le champ de bataille. Sa sépulture, modeste et composée d'objets provenant de règnes antérieurs, contenait néanmoins une chose inestimable, la preuve de son existence. Avant Senebkhay, la dynastie d'Abydos n'était qu'une hypothèse. Grâce à lui, elle prit corps et réalité. C'est pourquoi la récente découverte pourrait être cruciale. La nouvelle tombe royale exhumée à Abydos adopte le même plan et le même style que celle de Senebkhay. Chambres en calcaire, voûtes de briques crues et divinité protectrice. Toutefois, elle se distingue par sa taille bien supérieure, ce qui suggère qu'elle appartint peut-être à un souverain d'Abydos plus ancien encore, et doté d'un pouvoir plus vaste. Quel qu'il fût, ce roi voulait que sa mémoire se perpétuât aux côtés de celle des plus grands. Ironie du sort, l'histoire elle-même semble avoir tenté de l'effacer. Peut-être que d'autres découvertes, à proximité de son tombeau, nous livreront davantage d'indices. Et, en effet, il y a plus. Et c'est plutôt fascinant. Non loin d'Abydos, dans le village de Banawit, les archéologues ont mis au jour un atelier de poterie remontant à l'époque romaine. Vous avez bien entendu, un atelier de poterie à 2 pas du tombeau d'un pharaon. Le site comportait d'immenses fours d'argile, des salles de stockage et de nombreux éclats brisés appelés ostraka. Ces tessons faisaient office de notes anciennes, à ceci près qu'au lieu de listes de courses, ils portèrent des reçus en grec et en démotique égyptien, de menus registres de transactions quotidiennes, des traces qu'on ne s'attendrait guère à trouver auprès d'un roi d'une dynastie oubliée. Ces potiers ont peut-être manqué une belle occasion. Au lieu de graver des reçus fastidieux, ils auraient mieux fait de vendre des tasses à l'effigie d'Osiris et des figurines d'Anubis pour les pèlerins et les voyageurs. Mais ce n'est pas tout. Il semble qu'après plusieurs siècles, durant l'ère médiévale, ce même sol soit devenu un cimetière. Les archéologues y ont découvert des tombes en briques crues renfermant des squelettes humains. Cela laisse penser qu'Abydos garda son aura sacrée bien après l'époque des pharaons. Mais pourquoi cette colline, encore et toujours, serait-ce réellement une porte vers l'au-delà? Après tout, c'est ici même que l'on disait que reposait Osiris. Cette croyance, persistante comme une ombre, traversa les millénaires avec une force suffisante pour attirer aussi bien les rois antiques que les familles médiévales. Les rites changeaient, mais le sol demeurait sacré. Cela dit, rendons justice aux Romains. Ils n'étaient pas là pour vénérer Osiris, mais pour façonner des poteries. L'histoire d'Abydos est loin d'être close. Les fouilles se poursuivent, et nul ne sait ce que l'avenir révélera. Les archéologues disposent aujourd'hui d'outils semblables à des lunettes à rayons X pour le désert. Chaque balayage pourrait révéler une chambre secrète ou, avec un peu de chance, restituer son règne perdu à notre pharaon sans nom. Je dois avouer m'être étrangement attaché à percer ce mystère, alors espérons avoir bientôt des réponses. Ce n'est qu'une question de temps. Et vous, quelles hypothèses feriez-vous? On aimerait les connaître.